Le langage que j'explore, c'est pas un langage tellement intellectuel. C'est un langage qui contient des représentations des fois, de la figuration, puis des fois qui n'en contient pas. Il y a peut-être une matérialité que tu peux aller, tu sais, dans la poudre de quartz qui descend ici, la texture est comme givrée. Je suis une Québécoise de la région de Lotbinière, puis j'ai toujours été investie, puis préoccupée par l'art depuis toujours. J'ai eu la grande chance d'avoir une porte qui s'ouvre à l'est, au Japon. C'est un séjour qui m'a permis de découvrir aussi une façon d'observer, une façon de dessiner, une façon d'interpréter ce que je vois dans la représentation avec une ligne vivante, avec la ligne. Une ligne qui suggère le volume, qui suggère presque la couleur, presque l'émotion. Ça m'a pris du temps à découvrir ça. Ça m'a pris tout mon premier séjour, en fait. Alors, j'ai été en contact avec un professeur là-bas qui m'a pris sous son aile le temps d'un 4-5 mois sur un premier séjour pour faire le tour un peu de ce procédé-là, de son historique, du sens, puis de la philosophie qui sous-tend la culture japonaise. J'ai fait l'apprentissage d'une technique ancienne, réactivée puis revisitée par les artistes actuellement. Ce que je vais préparer, ça va être ça ici, cette petite cochenille-là. Une cochenille, mais c'est tellement puissant que ça dure longtemps. Ce que j'ai étendu sur le dos de la main, c'est du nacre de perle. La Nihonga, c'est un médium qui est particulier à cause des minéraux qu'on utilise. Un choix strict vers des pierres naturelles broyées en poudre. Une agate, un cristal de quartz, poudre de mica vert, une roche ordinaire oxydée parce qu'elle doit contenir du cuivre, de la serpentine. Quand on veut moudre une pierre de malachite, il y a des zones de teintes différentes dans la pierre. Déjà, ça fait que quand je commande la malachite, des fois, c'est pas la couleur que je veux qui arrive. C'est pas grave. Ensuite de ça, on a le lapis lazuli, mais j'ai pas une pierre de lapis lazuli. C'est un bleu magnifique qui coûte cher, mais qui est tellement beau. Je vais mettre un petit peu ici pour mieux le voir. C'est une résine animale. C'est une colle qui se dissout à l'eau. Fait que je travaille toujours avec le réchaud à côté parce que quand ça refroidit, ça devient comme de la gélatine. Alors, on met une petite goutte de résine chaude sur les pigments. C'est beaucoup de cuisine, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'étapes de travail. C'est un travail long. C'est un beau vert, hein? C'est un beau turquoise. C'est beau ça. Ce médium-là ralentit les choses qui sont plus au vrai rythme de la vraie vie de la nature. Ça fait que c'est anti-actuel. Le mélange se fait de façon optique par transparence. Alors évidemment, il faut tenir compte de l'opacité des unes, de la transparence des autres, du côté cristallin, du côté mica, réflexif, métaux, enfin, il faut les connaître pour savoir dans quel ordre on peut les appliquer les unes par-dessus les autres, y compris aussi, parfois, il y a des réactions chimiques. Fait qu'il faut connaître un peu la nature de nos couleurs.
Avant d'utiliser les pigments, je vais définir mon langage en ombre et lumière sur la surface du papier avant d'appliquer des couleurs. Oh, ça fait un look. Quand j'utilise le noir qui est souvent un résidu de suie, c'est de la suie, c'est du noir de fumée, c'est l'extrême réduction de la matière. On fait le signe de l'infini. C'est comme la mort, presque. Mais moi, je réutilise, je la réinvestis, je la ramène dans la vie des tableaux. Elle redevient vivante. Je l'utilise comme pigment. Ça, j'aime bien l'idée de faire ça. Le rapport vie-mort. Moi, quand je prépare mon blanc, c'est un rituel. C'est un rituel qui prend au moins 1 heure et demie. Il faut le remoudre, faut en faire une pâte, et puis il faut la pétrir, la tirer très fort dans le fond du bol pour vraiment dynamiser toutes les particules, un peu comme on fait avec l'argile avant de tourner l'argile. Je laisse le petit bol sur le bord de ma fenêtre ou dehors, un soir de pleine lune. Parce que je crois que la lumière lunaire va tomber dans mon blanc. Il y a des notions spécifiques à cette culture, par exemple. L'occupation de l'espace, qui n'est pas du tout pareil à ici. Par exemple, moi, quand j'étais là-bas, un soir de pleine lune, j'avais l'impression que la pleine lune, je pourrais étirer le bras puis y toucher. On dirait que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui fait que tout est plus proche. Puis quand on revient ici, après plusieurs mois, on a l'impression que tout est tellement loin, que l'espace est tellement vaste. Pour faire la démonstration que la perception de l'espace est différente, c'est que quand on regarde les œuvres anciennes de l'Orient, la perspective est à vol d'oiseau. La perspective à vol d'oiseau, c'est en étage. Plus c'est haut dans l'espace qu'on traite, plus c'est loin. Plus c'est bas, plus c'est proche. Mais je retrouve ça du fait que je travaille sur le plancher, donc je suis comme à vol d'oiseau au-dessus de mon travail. Je ne travaille pas en face sur un mur ou sur un chevalet. Jamais, jamais. Le rapport qu'on a avec l'espace qu'on a à occuper, l'espace dans lequel on s'investit, des fois je suis dedans vraiment parce que je m'installe au-dessus d'une œuvre quand elle est grande. Au Japon, l'occupation de l'espace, je l'ai explorée beaucoup par la pratique de la calligraphie japonaise, le coup de pinceau. L'unique trait de pinceau qu'on pose à la bonne place, d'un coup, à la bonne vitesse, avec la bonne pression. C'est un exercice qui rejoint les arts martiaux. C'est un exercice qui engage tout le corps parce que le pinceau devient comme un sismographe pour capter des émotions, capter des intentions, capter l'énergie intérieure qui circule partout dans notre corps puis qui se projette dans le pinceau, sur le papier. Je pense que c'est la première fois que je fais ça, mettre l'encre sur un papier à moitié qui n'est pas également traité. Non, on va le laisser de même. Quand je suis arrivée ici avec mes minéraux que j'ai ramenés du Japon après un premier séjour, j'ai travaillé avec ça, mais je ne savais pas vraiment avec quoi je travaillais. Je connaissais les noms en japonais. Il a fallu que je fasse une recherche
exhaustive avec un géologue pour connaître la nature de mes pigments, pour mieux les utiliser. J'ai pris conscience que la croûte terrestre, c'est la matière première de l'expression artistique depuis toujours. Alors là, je me suis grandement intéressée à la préhistoire. Les pigments qui étaient utilisés à l'époque, ce sont les mêmes pigments que j'utilise aujourd'hui dans mon travail de peinture, dans la Nihonga. Alors ça m'a amené dans des considérations temporelles. Puis là, je me suis intéressée à des notions de temps, dans une dimension transculturelle. Alors, il y a un métissage avec l'Orient et il y a aussi une dimension anhistorique avec la préhistoire. Le travail que je réalise dans le contexte québécois, mais avec une approche puis une philosophie qui rejoint la culture orientale, on va appeler ça un métissage entre l'Orient et l'Occident. Moi, je ne suis pas japonaise, j'ai des racines bien québécoises, puis je ne veux pas non plus faire de japonaiserie. Je veux exprimer mon époque, mon temps, ma culture, mon vécu, parce que mon vécu, c'est celui de ma société aussi. Imprégné de cette philosophie-là, en termes de notion d'espace, en termes de notion de temps, de rapport avec la matière. Le recueillement qui est suscité dans cette culture-là, on ne le retrouve pas toujours ici. Dans notre expression artistique, je trouve qu'on est souvent beaucoup plus proche du divertissement que du recueillement. Enfin, ça va revenir peut-être. Je dis n'importe quoi. Là, il y a pas mal de choses empilées. Là. Parce que là, il y a des pivoines plein. Tout ça, c'est des pivoines. C'est des dessins de pivoines, comme celui-là, par exemple. Dans les petits tableaux, les petits espaces, souvent, je vais aller planter une fleur. Je vais travailler dans mon tableau comme je travaille dans mon jardin. Je vais faire une composition. Les Japonais ont le culte des fleurs. Les floraisons les amènent dans un état de recueillement. Alors, ça n'a rien de quétaine. La floraison représente aussi un instinct de survie. Quand la plante fleurit, c'est qu'elle sait qu'elle a une fin, qu'elle va devoir se reproduire pour ne pas perdre sa race. Ça fait que la fleur précède le fruit. Puis la floraison, ben, c'est l'harmonie ultime. Il y a beaucoup de rituels comme ça dans le travail de Nihonga. Puis bon, moi, je m'amuse à donner un sens à toutes ces petites choses-là. Puis ça fait que c'est pas ennuyant, c'est vivant, c'est créatif. Puis c'est rassurant, surtout. C'est une façon de combattre l'insécurité. Quand on ne sait pas où on s'en va dans la création. Alors, je suis toute seule au Québec à travailler avec ça. J'ai pas beaucoup de références. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Pour aller m'évaluer, voir dans quelle direction je m'en vais par rapport à eux.